Que deviendra l'UPR? L'UPR si peut rester Maître UPR. Adrien Mbedi tourne au dos à ce parti. Je dis l'UPR peut rester UPR. Mais lorsque Mbedi va tourner dos, par exemple, cela aura forcément des impacts parce qu'il y a des fidèles, des gens. Ce n'est pas pour rien que déjà en janvier, Mbedi a sorti l'image, l'effigie de de Moutiara Fougbadamassi. Je rappelais ça. Ce n'était pas anodin ce qui était fait. La crise était déjà là. Et Mbedi a sorti ça pour rappeler au cacique de l'ex-PRD, nous voulons mener une guerre. Et la réalité, c'est ça. Le PRD, le sous-bassement même du PRD, c'est Feu Gbadamassi. C'est Feu Gbadamassi. Et ceux qui ont fait que le PRD a eu des frictions, a perdu du terrain, c'est encore ces mêmes militants très proches de Feu Gbadamassi. Ce n'est pas pour rien que son effigie a été sortie. Et ça, beaucoup ne perçoivent pas ça. Il sait que s'il tient cette frange-là, il peut faire mal. Mais s'il n'arrive pas à tenir cette frange, il a beau faire tout ce qu'il va faire même. Alors, Maurice, vous voyez que tout compte fait, l'UPR pas fragilisé. Ah oui, si on n'aurait pas correctement ce problème. Oui, et Jacques l'a rappelé tout à l'heure, celui qui a la clé vraiment de la solution à cette crise, c'est le président Patrice Talon, parce qu'il peut appeler, c'est sa famille, hein? Oui, c'est sa famille. Et il peut appeler ceux qui sont en train de se chamailler pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Et les écouter. Vous sifflez la fête de la récréation. Ce n'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il ne veut non, pas. Mais il ne veut pas intervenir. Non, mais Jacques, on va pas dire qu'il ne veut pas intervenir. Peut-être il veut les laisser aller jusqu'à un moment donné avant de les appeler. Mais à un moment donné, excusez-moi, moi j'ai vu, pour être très proche des patriarches, pour être très proche des personnes d'un certain âge, j'ai souvent remarqué que les pères de famille, quand ils atteignent un niveau donné, lorsque un conflit surgit dans la famille, ils restent à l'écart, ils observent. Parce qu'à un moment donné, tu ne seras plus là. Et lorsque tu ne seras pas là, comment ça va se passer? Il faut les laisser s'entendre entre eux à un moment donné. C'est plus sage. C'est un test. Hein? C'est plus sage de laisser les enfants s'entendre entre eux. Non, il fait confiance à mais lorsque vous pour régler le problème. Si vous n'êtes pas capable de laisser votre postérité, donc vos enfants, régler les crises qui surgissent. Lorsque vous ne serez plus là, qu'est-ce qui va se passer? Wilfried, ce que je dis... Je ne sais pas si Wilfried comprend ce que je dis. En fait, c'est le moment où la crise est venue qui intéresse. Ce n'est pas... Si la crise venait à un moment où on n'est pas à quelques mois des élections, et que le chef ne réagit pas, moi, ça ne me dirait rien. Peut-être que le chef est en train de tester le leadership. La capacité de gestion des hommes de Maître Adrien Mbedi. Je voudrais nous rappeler que... Peut-être que c'est un test. Je voudrais nous rappeler que depuis l'origine, au Bénin, en fin de règne, il y a toujours ces velléités qui naissent. Et le chef sage, le leader sage, c'est qu'en ce moment-là, il ne faut pas intervenir. Il faut être diplomate. Il faut laisser faire. Et le courant qui parvient à prendre le dessus met de l'ordre. C'est cela qu'il est question. Et je ne pense pas qu'il va intervenir. Il va laisser les courants s'affronter jusqu'à ce que le courant qui prend le dessus mette de l'ordre. Parce qu'il ne soit pas toujours là. Il ne sera pas toujours là. Et donc, à partir du moment où il est déjà en train de partir, c'est plus sage pour lui de ne pas intervenir. D'observer jusqu'à son départ. De faire confiance à Maître Adrien Mbedi. Intervenir maintenant, c'est fragiliser plus le parti. Et ça, nous devons le comprendre. Lorsque vous avez un certain âge, laissez vos enfants se battre entre eux. Et ça se passe souvent dans les familles très aisées. Lorsque le père atteint un niveau donné, un seuil donné, les enfants commencent par se battre entre eux, juste pour l'héritage. Et le père sage, il observe. D'abord. Il observe. C'est pas d'abord, il observe. Vous voulez qu'après Talon soit la catastrophe? Et je ne crois pas. En tout cas, pour conclure ou pour mettre un thème à ce débat sur ce sujet, il faut d'abord, je pense et je le répète, que la période ou le moment où la crise est venue, c'est une période où le chef, parce qu'il a souhaité qu'après lui, celui qui va prendre les rênes du pouvoir de ce pays, continue à mener les actions qu'il a commencées. Donc, et souhaite surtout que celui-là vienne de sa formation politique. Donc, avec tout le combat qu'il a eu à mener autour de cette famille de la mouvance, voire à la fin
tout s'éclipser ou tout s'évaporer de cette façon. Je pense que même si il va laisser plus tard la main à ses enfants de gérer, je pense qu'à un moment donné, il est appelé à jouer à la médiation pour faire taire. Parce que même si c'était une question de positionnement qui fâchait les uns et les autres, qui a le dernier mot sur le positionnement, il faut qu'on ne se voit pas les faces. C'est lui qui dit, s'il dit à un moment donné, laissez celui-ci, pour régler les problèmes, laissez-le dessus, mais personne ne peut contester. Donc je pense qu'à un moment donné, Et après son départ, qu'est-ce qui va se passer? Mais Wilfried Awaso, c'est sûr, qu'il soit là ou pas, que cette crise aille au bout ou qu'on règle ça aujourd'hui, après son départ, il y aura une reconfiguration. Merci à vous. Le débat se fera tout à l'heure. Le chef de l'État, Patrice Talon, sera-t-il obligé d'intervenir pour calmer la maison, pour calmer les deux qui sont en train de s'affronter? Je vais parler de Maître Adrien Ngwedi et de Maître Joseph Diaguenou, même si c'est pas direct. Je parle bien entendu de la crise. Est-ce que le chef de l'État va être obligé d'intervenir? On a écouté les amis, on l'a écouté. Est-ce qu'il va être obligé d'intervenir? Alors pour Jacques, pour lui en tout cas, il n'est pas question que le patron intervienne. C'est ça, hein? C'est bien ça. Par contre pour Maurice, le patron doit intervenir. Merci. Alors on va évoluer dans cette émission. La déclaration du chef de l'État le 12 juin dernier face aux élus locaux. Il est vrai que il a réitéré son intention de quitter le pouvoir en 2026. Une déclaration qui est largement commentée, qui est positivement appréciée par certains, mais qui laisse également d'autres dans le doute. Mais du coup, ce qu'on retient est que beaucoup apprécient cette déclaration de Patrice Talon, que ce soit dans le pays que dans la sous-région. Alors comment expliquez-vous cette réaction qui intervient juste au lendemain de cette déclaration de Patrice Talon? Maurice? Oui, mais c'est une déclaration qui réjouit plus d'un, que ce soit au plan national ou à l'international. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, surtout dans la région ou la sous-région ouest-africaine, interroge et interpelle plus d'un. On a vu récemment... Donc le Bénin n'est plus seul. Non. Ce qui se passe au Bénin intéresse tout le monde. Et tout le monde. Mais vous savez, quand il y a plusieurs crises, on va trouver refuge où? Parfois, c'est la question que certains se posent. Je ne veux pas citer ce qui se passe dans certains pays du Sahel, avec la crise sécuritaire, où des militaires sont au pouvoir. On a vu ce qui s'est passé un an en arrière au Sénégal, où l'élection présidentielle il y a eu des tensions avec cette question de va-t-il partir ou va-t-il avoir un troisième mandat? Je veux parler bien de Macky Sall. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où il y a un doute sur l'élection présidentielle, même si le calendrier est établi, mais la question de est-ce que l'actuel président ira ou pas, cette question est sur le tapis. Et on sait quand même qu'au Togo, on sait tout ce qui se passe là-bas. Récemment, il y a eu des mouvements. Vous voyez où des changements de régime. Des changements de régime. Qui inquiètent plus d'un. Voilà. Et où on voit un président qui n'est pas du tout visible. Et on voit un président du Conseil des ministres qui est beaucoup plus visible et qui même va à l'international. Vous voyez, donc quand on a des situations du genre, et qu'au Bénin, pas récemment, la Constitution a été révisée en 2019, où c'était soutien du chef de l'État. Dans leurs commentaires et analyses, on dit qu'il a encore la possibilité d'aller aux élections. Et c'était pas des argumentaires, pas des explications, on voulait démontrer la chose. Et à un moment donné, on avait souhaité que le chef se prononce. Wilfried Awaso, dans ce même sujet, on avait demandé que le chef se prononce pour siffler la récréation. Il s'est tué sur le sujet, il n'a rien dit. À un moment donné, il a dit « Je serai respectueux de la Constitution béninoise, où l'article 42 nouveau dit nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Et je pense que avant de permettre à Patrice Talon de revenir faire un autre mandat, c'est qu'il faut qu'il quitte ce monde et qu'il naisse de nouveau. Mais ce qui n'est pas évident pour tout de suite. Donc je pense que Patrice Talon est venu répéter ça pour rassurer les uns et les autres. Même si on dit, mais si on regarde la Constitution, ce qu'il dit, bon, c'est l'ordre normal des choses, ça ne nous dit rien parce qu'on sait qu'à la fin, en 2026, il doit partir. Mais nos constitutions africaines ne sont pas des constitutions inscrites dans des marbres comme ça se fait dans certains pays comme les États-Unis. Vous prenez les États-Unis ou la France, la question de va-t-il partir, va-t-il rester ne se pose pas. Ça ne se pose même pas. Les gens ne se posent pas cette question-là.
C'est comment, qui va venir, qu'est-ce qu'il va nous proposer. C'est même pas un événement là-bas. Non, qu'est-ce qu'il va nous proposer. Quand il finit son mandat, il sait qu'il doit partir. Il sait qu'il doit partir. Il n'a pas besoin de le dire chaque fois. Non, mais c'est chez nous qu'on a ces situations et qu'on est obligé de répéter plusieurs fois qu'à la fin de son mandat, on va partir parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a des velléités, il y a des soutiens qui veulent forcer ou qui forcent le patron, qui forcent le chef à dire non, vas-y, les gens te soutiennent, nous sommes derrière toi, ils ne veulent pas que tu partes, il n'y a personne pour te remplacer. Donc, vous voulez dire que si Patrice Talon parvient à tenir parole vraiment par rapport à ce qu'il dit, il sera une exception dans la sous-région. Mais c'est clair, parce que quoi, Wilfried Awassou, la Constitution a été révisée en 2019 et Patrice Talon, au moment où la révision se faisait à l'Assemblée nationale, il avait la quasi-totalité des députés à l'Assemblée nationale. C'était des députés de la mouvance. Que quand on prend le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Donc s'il voulait vraiment se donner un mandat de plus, mais à ce moment-là, on aurait modifié en parlant d'une nouvelle république. Or, l'article 2 de la Constitution révisée a dit que cette modification ne nous entraîne pas dans une nouvelle république. Elle n'emporte pas une nouvelle république. Donc, vous voyez un peu. Donc, pour moi, je dis, et je l'ai répété à plusieurs reprises dans ce studio, que ce débat qui se mène, va-t-il partir ou pas, je pense que c'est un faux débat. Et Patrice Talon, c'est bien de le rappeler à qui veut l'entendre. À qui veut l'entendre que moi, à la fin de mon mandat, quelqu'un d'autre viendra faire le job qu'on a commencé par voir. Jacques Manassé, cette déclaration du 12 juin dernier, normalement, ça ne devait pas être un événement. Hein? Je vous ai toujours dit que ça participe à la communication politique de l'intéressé. Et ce qu'il a fait, c'était de la communication politique pure. Et il a réussi. Il a réussi parce que qu'on ne se leurre pas et qu'on se rappelle un certain nombre de faits. Le Bénin reste un laboratoire de la démocratie en Afrique. D'accord? Et juste là, même si nous avons eu des alternances, c'est-à-dire en 2006, puis en 2016, rappelez-vous que avant ces alternances, on avait pratiquement assisté à des alternances imposées. Parce qu'il y a eu un fort débat de est-ce qu'il fera, et s'il partira, est-ce qu'il va rester. Est-ce que Mathieu Kodoko allait partir? Est-ce que Boni Yaya allait partir? Je me rappelle de cette affaire de touche pas ma constitution en 2005. Et les gens estiment que c'est parce qu'ils ont fait ça que Mathieu Kodoko était parti. Rappelez-vous, la crise en réalité qui oppose Patrice Talon et Boni Yayi jusqu'aujourd'hui, c'est justement cette crise cette affaire du troisième mandat où Patrice Talon aurait reçu où Yayi Boni aurait souhaité les faveurs de Patrice Talon pour lui permettre de financer un troisième mandat, ce qui n'a pas eu lieu. Finalement, c'est Patrice Talon lui-même qui a pris le pouvoir. Et vous convenez avec moi que des politiciens ont intérêt à ce que ce débat perdure pour qu'on dise, vous voyez, malgré qu'il soit venu pour dire non, il ne fera qu'un mandat, nous avons dit qu'il ne fera pas ça, et finalement il a fait 2 mandats. Vous voyez, il est en train de solliciter un 3e mandat et tout. Donc, le président de la République, en réaffirmant, commençant par faire ses adieux aux institutions de la République, est en train de dire, ce débat n'aura pas lieu sous mon règne. Voilà. En fait, c'est cela. Maintenant, cela est apprécié dans la sous-région pour plusieurs raisons. Observez bien les appréciations. Le Togo, le Burkina, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et puis la Guinée et autres. Et je voudrais rappeler aux Béninois que cette portion de phrase de sa vie a été prise au Bénin et insérée dans la constitution, dans la nouvelle constitution guinéenne. Ça veut dire que le Bénin continue de faire école. Et ce n'est pas quelqu'un qui a apporté cette innovation qui va commencer par enfreindre cette innovation. Est-ce que vous voulez dire que de façon générale, les Africains sont amnésiques au fait que des chefs d'État veuillent s'éterniser au pouvoir? C'est culturel. Ok. Ils ne veulent pas. C'est d'abord culturel. C'est d'abord culturel. Lorsque vous prenez dans nos familles, le chef de famille, c'est à vie. Ce n'est pas par rotation. D'accord? Donc, nous n'avons pas cette culture
de remplacer un chef après un certain temps. Et donc, à un moment donné, les chefs d'État, des conseillers, des partisans commencent par leur dire non, avec tout ce que vous faites de si bien, de si beau, non, vous ne pouvez pas partir. Et vous savez, le pouvoir est tentant. Et lorsque le pouvoir nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et lorsque le pouvoir vous tente, vous êtes tenté aussi d'aller dans cette direction. Et ce même débat de 3e mandat, je crois que récemment, j'ai suivi des Français qui ont commencé par dire mais est-ce que Macron va partir, Macron ne va pas partir, et puis des histoires comme ça. Ce n'est pas seulement chez nous. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ancré dans les traditions séculaires en Europe que à un certain moment donné, ils ne font pas. La preuve, regardez en Grande-Bretagne, ils n'ont pas de président. Pour éviter cette histoire-là, on a maintenu le roi et puis c'est le chancelier ou le premier ministre qu'on change à tour de bras. Mais le chef est là. En Allemagne, il n'y a pas de débat autour, mais c'est le chancelier qui est là. Et lorsque vous observez un peu tout ce qui se passe dans la sous-région, où on a même des militaires qui viennent au pouvoir et qui se donnent des mandats juste par leur propre signature renouvelable, sans élection, vous comprenez que ces gens-là, lorsqu'ils se rendent compte que ceux qui les ont inspirés à faire la démocratie innovent encore et que là, il y a encore une nouvelle alternance. C'est très extraordinaire. Et mieux encore, dans ce pays, on a assisté à des débats où on n'a même pas les moyens pour organiser les élections. Il faut que la communauté internationale vienne à notre secours. Aujourd'hui, il n'y a plus ce débat. Systématiquement, on sait que le Bénin pouvoir met les moyens à la disposition pour l'organisation systématique des élections. C'est déjà également des avancées, ce qui fait que même cette communauté dite internationale a du mal à exiger un droit de regard sur nos élections parce que nous finançons nos élections. Donc, ils ont du mal. Et puis, il fallait trouver l'argument que nous n'avons pas les moyens. Et pour que la communauté internationale dise, bon, si vous n'avez pas les moyens, nous mettons les moyens à votre disposition pour que vous forcez l'alternance. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les moyens sont mis à la disposition. Non, le Bénin est bien vu. Donc, nous demeurons, qu'on le veuille ou pas, un modèle atypique, je vais dire, en Afrique, en matière de démocratie. Même si cela reste imparfait par rapport à un certain nombre de choses. Merci à vous. Dans quelques minutes, les amis auditeurs doivent intervenir. Mais avant, il faut qu'on s'intéresse un peu à la décentralisation, à ce qui se passe dans nos communes. Hein. Alors, avec l'avènement des réformes, puisque beaucoup de choses sont en train de changer, avec notamment l'avènement des secrétaires exécutifs. Et désormais, les rôles sont clarifiés entre les maires et les secrétaires exécutifs. Est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge un peu dans nos communes? Est-ce que ça va? Wilfred Arceau, est-ce que ça bouge? Dans quel sens on veut voir ce mouvement? Sinon, vraiment, ça n'a véritablement pas bougé. C'est nos voix. Oui, pour cette mandature, surtout pour les débuts, parce que les maires, à un moment donné, comme la réforme est venue, ils ont constaté qu'il y a un nouveau patron, même si de l'administration qui est là, donc ils sont restés. Mais le SE n'est pas le patron du maire. Il faut l'enlever ça de la tête. Hein? Je dis de l'administration communale. Et aussi, à un moment donné, certains secrétaires exécutifs pensaient qu'ils étaient tout puissants. Vous voyez, alors que ce n'était pas ça. Ça fait que certains maires, dans leur conception, disent, mais si c'est ça, on va les laisser faire, on va voir ce que ça va donner. Ou ça a créé des conflits entre des maires et des secrétaires exécutifs, ce qui n'a pas fait avancer le développement dans certaines communes. On a vu des maires, des SE ont été révoqués, des tensions entre certains maires et certains SE. On a vu des SE qui ont même démissionné. Démissionné. À cause de l'ambiance de travail. Donc vous voyez, il y a eu cette situation. Je pense que récemment, le chef de l'État a eu un séminaire avec les préfets, les SE et les maires pour leur clarifier. Et pour aussi entendre ce qui se passe, pour savoir quelles nouvelles dispositions ou conduites à tenir désormais pour que cette réforme, qui est une réforme selon le chef, qui doit permettre un certain développement au niveau des communes, pour revoir
les choses ou revoir ce qui ne va pas. Et je pense qu'un certain nombre de dispositions ont été prises récemment au Conseil des ministres. Ils ont défini de nouveaux tests pour accompagner cette réforme. Mais Wilfried Awassou, ce qui est important de retenir avec cette réforme au niveau de nos communes, c'est qu'aujourd'hui on peut dire que les activités politiques qui sont souvent gérées par les fonds de la commune, parce que le maire, voulant montrer que c'est lui qui est celui qui a l'argent de la commune en main et qui peut faire de ce budget ce qu'il veut, il y a au moins une certaine orthodoxie, une gestion aussi un peu saine, une gestion saine à ce niveau-là. Si aujourd'hui un maire veut mener une activité politique, soit le parti lui donne les moyens, soit il met la main à la poche pour gérer son activité politique. Parce que quoi? Nous sommes au Bénin et on a vu certaines gestions dans certaines communes. On sait comment aussi le recrutement au niveau des communes se faisait. Quand le maire, il y a certains qui l'accompagnent pendant la campagne ou qui l'ont accompagné et puis une fois élu, il ne veut pas voir quelle est leur qualité, quel est leur diplôme ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On les bombarde seulement. On dit, venez, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. On leur trouve des postes dans les administrations communales et ça faisait du poids pour la commune. Aujourd'hui, je pense qu'avec les réformes, même si tout n'est pas rose au niveau de la réforme, mais on peut reconnaître qu'il y a une certaine avancée, une certaine amélioration. Maintenant, ce qui ne va pas, je pense qu'aujourd'hui, il faut recenser ça et ça a été fait. Il faut commencer par corriger parce que nous avons besoin d'une bonne gestion au niveau des communes. Jacques, rapidement, avant que les amis du terrain interviennent. Oui, par rapport à la réforme. Je crois que dans le secteur de la décentralisation. Il y a des choses qui ont bougé. Ok. D'abord, la clarification des rôles. Ok. Il y a le rôle politique et il y a le rôle exécutif. Par le passé, tout était mélangé. Et chaque fois qu'on me dit que les maires n'ont pas le coudée franche pour décider ou autre, je rigole. J'ai donné un schéma ici où le conseil de supervision devrait être considéré ou devrait être assimilé au conseil d'administration. C'est ce que le conseil d'administration décide que la direction exécutive, donc le secrétaire exécutif et tous ses assistants exécutent. Donc le secrétaire exécutif ne peut pas décider d'autre chose, le conseil de supervision ne peut pas décider d'autre chose. Donc le vrai problème c'est que est-ce que c'était prévu dans le budget de l'année? Est-ce que c'est une activité de la commune ou une activité politique? Si c'est une activité politique, le budget de la mairie ne pourra pas financer cela. Or, nous avons tous vu, nous avons tous été témoins que les maires faisaient beaucoup plus des actions politiques sur le terrain que des actions de développement. J'ai donné l'exemple ici, un investissement de 100 000, mais être capable de dépenser 2 millions, 3 millions pour montrer qu'on a investi 100 000. Ce n'était pas efficace, ce n'était pas efficient. Mais c'est peut-être efficace sur le plan politique. Mais sur le plan de la gestion, ce n'est pas efficace. Aujourd'hui, ils n'ont pas ça. Et lorsque vous n'avez pas prévu ça dans votre budget, ne demandez pas au SE d'exécuter. Ou du moins, lorsque vous voulez des réaffectations qui n'ont pas de sens, ne demandez pas au SE de le faire. Parce que lorsque lui va faire, c'est à lui qu'on va reprocher des détournements. Puisque même si vous n'avez pas mis l'argent dans votre poche, mais l'argent était destiné, par exemple, je donne un exemple, à acheter une voiture. Mais finalement, vous utilisez l'argent pour acheter des pneus. Ok. C'est du détournement. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà donc des choses qu'il faut saluer dans cette réforme. D'accord. On va recevoir. Il faut que chacun puisse entrer dans son rôle. D'accord. Ce n'est que le PRD a toujours son poids. Hein. Je respecte les points de vue de chacun. Et je crois que nous l'avons dit ici, nous l'avons reconnu que cette crise, à travers cette crise-là, le parti va forcément laisser des plumes. On verra la capacité. On verra la capacité des responsables. D'un côté ou de l'autre, le parti, même si les deux camps aujourd'hui parviennent à s'entendre, il y aura forcément des séquelles. Et ça, ne nous l'aurons pas. Nous ne l'aurons pas. Les électeurs ne sont pas les militants. Et les militants ne sont pas les membres du parti. Et donc,
quelle que soit l'issue, il y aura forcément séquelles. Et donc, le plus important, c'est que chacun reste attaché à ses idéaux et que chacun œuvre pour le bien commun. C'est plus important. Si ce sont des intérêts personnels ou particuliers qui amènent à cette crise, il y a problème. J'ai entendu le seul ou au moins parmi les ministres conseillers, l'UPR, celui qui est issu de l'UPR, il y a un PRD, c'est un PRD, le ministre conseiller à l'enseignement technique, il est un PRD. Et donc, Awameno dont on parle, il est membre du bureau exécutif. Il y avait des gens qui étaient là. Voilà. Et si on parvenait quand même à insérer des gens de l'Est-Parti au sein du bureau, ça veut dire qu'il y a quand même un effort qui est fait. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, est-ce que c'est en venant créer une crise à la place publique que vous serez satisfait? À la veille des élections, où cette crise-là aura forcément des impacts sur le parti que vous serez satisfait. Qu'on le veuille ou pas, quelqu'un l'a dit dans ce studio. Lorsque vous venez en politique ou lorsque vous êtes en politique, ce n'est pas pour que les autres vous fassent le lit. Vous devez vous battre pour votre positionnement. Mais si vous comptez qu'en contestant, en créant des crises, si c'est ça les moyens dont vous disposez, faites-le. L'essentiel, c'est d'aboutir. Maintenant, si cela participe mieux à vous écarter, c'est que vous aurez choisi également cette voie. Ok, merci. Alors, Maurice. Oui, Wilfried Dawaso, j'ai écouté les uns les autres, les auditeurs, je respecte leurs opinions et je pense quand même que nous avons relevé beaucoup de choses sur lesquelles les auditeurs sont revenus également. Mais aujourd'hui, si l'UP, le renouveau, avec le PLS, PRD, veulent vraiment aller à cette élection, à ces élections qui se profilent à l'horizon, il faut qu'ils arrivent à trouver une porte de sortie à leur crise. Parce que Jacques l'a rappelé tout à l'heure, quelle que soit la solution qu'ils finiront par trouver, ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences. Parce que vous savez que la crise qui secoue, la crise qui existe actuellement entre ces deux partis politiques où ces responsables-là profitent à des gens. C'est sûr que notamment certains commencent déjà par négocier. Si tu n'arrives vraiment pas, c'est parce que tu n'arrives pas à trouver positionnement dans telle zone que ça se passe comme ça. Nous, on est en mesure de te récupérer. Nous, on est en mesure de te donner cette place-là. Parce que l'autre question que les gens cherchent à régler... Vous craignez dans les jours à venir des démissions. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça, Wilfried Dawaso. Si le problème n'est pas réglé. Bien sûr. Parce que l'autre question que les gens cherchent à régler, Wilfried Dawaso, en dehors de oui, il faut qu'on soit un bloc fort, c'est pouvoir réunir les 20% au niveau de chaque circonscription. Si je sais que même Wilfried Dawaso, on ne s'entend pas bien, mais je sais que au niveau du 4e arrondissement de Cotonou, à Papa ici, Wilfried est imbattable. Mais là où il est dans sa famille là-bas, il n'est pas bien assis, il se pose un problème et il a envie de quitter sa famille, je le récupère. Et si j'ai la possibilité de le mettre à un niveau sur ma liste pour que ceux qui sont avec lui puissent voter pour lui, pour qu'au niveau de cet arrondissement, j'ai le maximum pour qu'à la fin, au niveau du comptage des voix, qu'on puisse dire que j'ai réuni les 20%. Mais je lui fais appel. Par exemple, j'ai dit, s'ils ne font pas une gestion aussi saine de la crise, une gestion méthodique de la crise, ça risque de fragiliser l'UP et ça risque de leur causer des dommages. Merci. Maintenant, par rapport à la déclaration, on est revenu et les auditeurs l'ont reconnu, nous sommes une démocratie modèle au Bénin et je pense que tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin ont prouvé qu'au Bénin, après 2 mandats, on cède la place à quelqu'un d'autre. Les SE, on a vu les failles dans cette réforme. Aujourd'hui, le gouvernement a proposé d'autres solutions où on dit même pour désigner, ça ne sera plus, on tire 3 noms et c'est de cette façon-là que les choses seront améliorées. Je pense que c'est celui qui n'a jamais essayé quelque chose qui ne fait pas d'erreur. On peut faire d'erreurs, mais il faut corriger ces erreurs quand on constate qu'il y a des failles. Merci à vous, Maurice Kedeno. Merci à vous, Jacques Yeda Foucault-Tchémé. Merci à tous les intervenants. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Au micro et en direct depuis le studio Pracède et Thomas Boya, Wilfried Dawaso. Prochain rendez-vous samedi.